Vous êtes sur Tiers Livre, YouTube, web et littérature. On inaugure une nouvelle émission, ce sera tous les dimanches, Adlib. Quelque chose qui me fait envie depuis très longtemps, mais la nouveauté juste, c'est que, en préparant le rendez-vous d'avance, vous savez où et comment vous pouvez la trouver. Et puis, ça me libère d'autres moments de la semaine pour d'autres explorations. Chaque fois, c'est quoi? Il y a Lautréamont, il y a Flaubert, il y a Don Quichotte, il y en a plein. Nerval. Puis vous savez, vous prenez Nerval, puis vous prenez Proust, qui parle de quoi sur Nerval? De la couleur mauve. Mais moi, c'est ce genre d'exploration que j'ai envie de faire, une fois par semaine, librement. On voyage. Alors par quoi commencer? Baudelaire, évidemment. Alors j'ai ressorti ma vieille édition Corti, c'est un peu une édition fétiche, et c'est marqué au stylo plume François Bon, novembre 1980. C'est que j'étais fier d'avoir mis 3 sous pour acheter l'édition Corti chez le vieux monsieur Corti lui-même. Puis j'ai les Fleurs du Mal, j'ai Fusée. Alors Fleurs du Mal c'est difficile parce qu'elle est lestée de notes et tout, mais il y a toutes les variations, mais bon, c'est pas forcément ça dont je me sers le plus. Par contre, celui des petits poèmes en prose, édition critique par Robert Kopp, ça reste mon outil de travail. Alors Baudelaire quoi? Une leçon sur Baudelaire? Non, franchement pas. Exploration, dépli, allez voir ce qui nous résiste. L'inconnu chez Baudelaire. Il y en a? Oui, par exemple, Baudelaire et les brouillons. On n'a presque rien de brouillon. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'à un moment où Vexation brouille avec Jeanne Duval, il prend une chambre, il revient prendre une de ses, je crois qu'il y a 32 adresses parisiennes de Baudelaire, des espèces d'hôtels miteux, et laisse à Jeanne leur appartement, et le frère de Jeanne Duval s'installe avec elle. Il paraît que Baudelaire avait laissé tous ses manuscrits ébauches dans une malle, et que dans la brouille et puis la cohabitation, la malle disparaît. Bon, est-ce qu'on c'est comme la malle des écrits de Rimbaud à Marseille, dans l'inondation d'une cave? C'est des petits mystères qui n'ont pas trop d'importance. Mais par contre, il y a ce truc récurrent chez les poètes. Henri Michaud, qu'est-ce qu'il avait sur son bureau? Une broyeuse à papier et rien d'autre. C'est-à-dire le fait d'éliminer le brouillon fait que vous êtes toujours devant la nudité du texte à venir. Et ça, alors pour Baudelaire, la curiosité, c'est qu'on n'a pas d'état successif de brouillons ou de manuscrits. Ces choses, vous savez, Asselineau, Champfleury qui disent la même chose sans s'être consultés. Ah, Baudelaire, on faisait attention dans la rue parce qu'il sortait de sa poche arrière des feuillets et qu'il nous lisait à voix haute. Et ça, c'est des choses qui peuvent résonner. Et alors, on reprend. Petit poème en prose. La complexité, c'est que Baudelaire, quand il commence les poésies, élévations, tout ça, on est dans, j'allais dire, ce que font les autres à la même époque. S'il n'y avait pas eu le Baudelaire ultérieur, la mort, les tableaux parisiens, bon, bien sûr, il ferait partie du paysage, mais pas au centre même de l'histoire de la langue française. Et ça sent, c'est quoi le mot? Ce serait de l'insémination, de la contamination. C'est en traduisant Edgar Poe, Le Roi Peste, La Chute du Maison Usher, qui trouve dans cette improvisation, distorsion d'Edgar Poe, en prose, ces images-phrases qui lui permettent d'ouvrir les fleurs du mal, au spleen, morne esprit autrefois amoureux de la lutte, l'espoir dont l'éperon attisait ton ardeur ne veut plus t'enfourcher, couche-toi sans pudeur, vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute, résigne-toi mon cœur dors ton sommeil de brut, esprit vaincu, fourbu, pour toi vieux maraudeur, l'amour n'a plus de goût ainsi que la dispute, plaisir ne tentait plus un cœur sombre et boudeur, le printemps adorable a perdu son odeur. Et en même temps, donc, il y a cette tentative de se dire, de savoir que la prose, elle, contient plus, va plus loin que la poésie. Il y a cette fabuleuse préface aux Fleurs du Mal. Alors, est-ce que je vais la retrouver en un instant? J'en sais rien. Projet de préface, page 361.
Des fois, on ferait faire des concours de rapidité, on se mettrait 4 ou 5, et puis on me dirait, projet de préface, retrouve-la-moi, cette phrase de Baudelaire où il dit que la prose épouse tous les mouvements verticaux, ascendants, descendants. Puis vous tombez, préface des fleurs, ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sœurs que ce livre a été écrit. Ce truc. Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle. Vous vous en souveniez de celle-ci ? Comment, par une série d'efforts déterminés, l'artiste peut s'élever à une originalité proportionnelle ? Que la poésie française possède une prosodie mystérieuse et méconnue comme les langues latines et anglaises. Pourquoi tout poète qui ne sait pas au juste combien chaque mot comporte de rimes est incapable d'exprimer une idée quelconque ? Que la phrase poétique peut imiter, et par là elle touche à l'art musical et à la science mathématique, la ligne horizontale, la ligne droite ascendante, la ligne droite descendante, qu'elle peut monter à pic vers le ciel sans essoufflement, ou descendre perpendiculairement vers l'enfer avec la vélocité de toute pesanteur, qu'elle peut suivre la spirale, décrire la parabole ou le zigzag figurant une série d'angles superposés. Comment appuyer sur mes principes et disposant de la science que je me charge de lui enseigner en 20 leçons, tout homme devient capable de composer une tragédie qui ne sera pas plus sifflée qu'un autre. Tchouboum. Bon, ça, on connaît tous. Alors moi, ce qui me travaille, c'est que dans ces petits poèmes en prose, on a des listes de projets qui s'appellent Poèmes à faire avec des sous-titres. Poèmes à faire, choses parisiennes, onéirocritie, symboles et moralités. Avec cette opposition que Walter Benjamin, lui, va strictement retravailler au corps entre choses parisiennes, les deux ivrognes, les reproches du portrait, un mercredi des cendres, le poète et l'historien, la fin du monde, qui sont en partie réalisés, certains qui sont écrits, d'autres pas. L'orgue de Barbarie, l'enfer au théâtre, le choléra à l'opéra, parce que c'est un souvenir de La mort rouge d'Edgar Poe. L'hôtel de Moloch pour 5 sols, Mélancolia. Et puis, de l'autre côté, ce travail sur le rêve. Et ce travail sur le rêve, il y a une suite de textes, donc ça s'appelle Onéirocritie. Et un des rares textes qu'on ait s'appelle Symptômes de ruine. Alors, Symptômes de ruine, je l'ai lu 30 fois sur ces vidéos. Pour moi, c'est quelque chose en quoi je reviens tout le temps. C'est une espèce de noyau fondateur d'où je repars pour accéder au son de la langue. C'est pas des choses qui naissent comme ça. Il y a des choses qui viennent de loin, de Dante, des gravures de Piranèse. Et puis, on retrouve ces figures, évidemment, aussi, ça pourrait être un tableau parisien, c'est-à-dire accéder au réel de la ville, c'est passer par l'imaginaire, le fantasme de la ville. Et Baudelaire le sait, il écrit là-dessus. Alors ça donne symptômes de ruines, bâtiments immenses, plusieurs l'un sur l'autre, des appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des coëcums, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues, fissures lézardes, humidité provenant d'un réservoir situé près du ciel. Comment avertir les gens, les nations? Avertissons à l'oreille les plus intelligents. Tout en haut, une colonne craque et ses deux extrémités se déplacent. Rien n'a encore croulé. Je ne peux plus retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. Une tour labyrinthe, je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbre, de statues, de murs qui vont se choquer réciproquement seront très souillés par cette multitude de cervelles, de chairs humaines et d'ossements concassés. Je vois de si terribles choses en rêve que je voudrais quelquefois ne plus dormir, si je n'étais sûr de n'avoir trop de fatigue. Alors évidemment, la dernière phrase sur le rêve ramène ça à un schéma récurrent chez Baudelaire. La chambre double, on rêve de richesse, on se réveille dans la misère. Mais ça devient beaucoup plus... Par exemple, on refera une émission sur les rêves de Baudelaire. Pourquoi, quand il écrit ses rêves, il les écrit à condition de les expédier à quelqu'un? On reprendra le livre de Butor, Un rêve de Baudelaire. On va doucement, on ne va pas tout dire dès le premier coup, à chaque fois. Je vais essayer de garder ça dans
une logique de temps un petit peu déraisonnable, mais pas trop. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'un texte aussi fondateur que Symptômes de ruine, une espèce de bloc-texte comme ça, Baudelaire ne l'intègre pas, ni à ses poèmes en prose, ni, bien sûr, aux Fleurs du Mal. En même temps, si vous prenez les Illuminations de Rimbaud, vous avez dans Symptômes de ruine quelque chose qui serait parfaitement cohérent. Bon, évidemment, c'est pas la même musique, c'est pas la même lecture du monde, mais c'est une forme qui, pour Rimbaud, sera la forme même de la prose. C'est-à-dire que, conceptuellement, mentalement, Baudelaire n'est pas capable de reconnaître ce qui lui vient là d'invention au plus central comme étant quelque chose d'acceptable. Alors même que dans Les Fleurs du Mal, ce qui n'est pas acceptable devient l'œuvre elle-même. Et là, pour moi, commence cette interrogation. Comment on est capable à la fois de s'engager, de partir là, dans ce qui n'est pas un rêve. Le rêve, il l'a envoyé, je ne sais plus qui. Mais il y a au moins 3 ou 4 destinataires réguliers. Son éditeur, sa mère, il y a aussi Jeanne Duval. Enfin, et en même temps, cette réécriture-là, ben justement, elle, il la garde, et il l'a gardée dans ces brouillons qu'il n'a pas détruits. Ou en tout cas, qu'il avait emporté avec lui quand la malle de brouillon, elle, a été détruite. Alors, ce qui est étrange, c'est que si on prend la liste des projets Oneirocritie, j'y reviens quelques pages plus tôt, la liste elle-même devient un texte poétique. Oneirocritie, Symptômes de ruine, appartements inconnus, paysages sans arbres, condamnation à mort, fête dans une ville déserte, le palais sur la mer, les escaliers, un désir. Quelques-uns qui me connaissent bien savent que, par exemple, moi j'avais fait un apocryphe, rencontre avec le dernier descendant de Baudelaire sur sa tombe à Montparnasse. Oh, ça m'avait fait une belle fiction. Et on discutait de fête dans une ville déserte, dont ce type avait, lui, une version, mais que personne n'acceptait comme étant de Baudelaire. Bon, moi, c'était ma manière de jouer avec ça. Fête dans une ville déserte, que c'est beau. Eh bien, en tout cas, Baudelaire ne l'a jamais écrit. Et cette fête dans une ville déserte, est-ce que ça partait d'un rêve, d'une perception un peu décalée, du jardin des Tuileries ou autre, d'une démolition? Est-ce que ça aurait pu figurer dans, par exemple, ce grand palais de cristal qu'il y a dans les tableaux parisiens? Peut-être que oui, peut-être que c'est sous ce nom que Fête dans une ville déserte s'est intégré, finalement a changé de colonne et est parti dans les tableaux parisiens. Le pire, vous savez quoi? C'est que quelque temps après avoir publié ce texte, Fête dans une ville déserte, avec la rencontre fictive d'un descendant de Baudelaire qui disposait d'une version de ce poème en projet jamais réalisé, eh bien, j'en ai rencontré pour de vrai des descendants de Baudelaire. Il en existe du faille. On continue, par exemple, les escaliers. Vous vous souvenez dans Espèce d'espace de Pérec? Moi, je l'avais fait là, en atelier en ligne, ce truc. Pérec, il y a une page d'Espèce d'espace qui reste toute blanche, et il y a juste la phrase « On ne parle pas assez des escaliers ». Eh bien, Baudelaire avait en projet, mais on sait rien, un texte qui serait des escaliers. Or, la façon dont Paris, au XIXe siècle, se déploie en hauteur, et que ça génère du récit. Prenez Les Misérables de Hugo, avec l'éléphant, Gavroche qui habite dans le ventre de l'éléphant, donc en élévation, mais une élévation solitaire par rapport aux étages de la ville. Et puis comment on circule dans Paris? Qu'est-ce qui se passe avec Jean Valjean et en 1848? Eh bien, c'est les égouts, et c'est le sous-sol de la ville qui devient à la fois et sa carte, et le lieu même, par quoi la ville, en fabriquant son dessous, et qu'est-ce que ça donne ensuite au XXe siècle, surtout ce qui se passe avec les métros, les souterrains. À New York, il y en a au moins 15 étages. Je passe, j'ouvre pas tous les trucs, mais vous voyez tout ça. Par exemple, Hugo, il faudrait qu'on y revienne. La fin de Satan, un poème qui est uniquement une chute. Ah, il va nous falloir un dimanche par tous les jours pour faire ce qu'on a envie de faire. Je reviens, alors les escaliers, par exemple, ça, Baudelaire, apparemment, on n'a rien d'autre. Par contre, et c'est ça l'énormité du travail de Robert Kopp dans cette édition-là, dans cette édition atelier chez Corti. Et il y en a d'autres outils, hein. Par exemple, bon, évidemment, là, pour moi, je reste toujours fidèle aux anciens trucs. C'est-à-dire
la biographie de Claude Pichois sur Baudelaire. Je crois que, bon, c'est pas la peine d'en faire une autre, quoi. Et Claude Pichois avait aussi réalisé ce dictionnaire Baudelaire. Vous voyez là, le matos, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, dictionnaire Baudelaire, éditeur du Léraud en Charente, 2002. Mais ça aussi, qu'est-ce que ce serait bien d'en disposer. Bon, c'est pas mes oignons. Les livres, c'est ça, peut-être ça aussi, la magie d'une bibliothèque. On se les fabrique dans une histoire pour les rencontrer, les aspirer, les retrouver. Et puis aujourd'hui, c'est pas seulement le statut du livre, c'est ces chemins même du livre en tant que valeur symbolique et rareté, difficulté à les retrouver, qui aussi devient notre propre histoire. Mélangeons pas tout, reprenons Appartements inconnus, par exemple. On n'a aucune trace de ce que cherchait à y mettre Baudelaire. Et voilà le boulot que fait Robert Kopp. Le livre est toujours dispo, lui, chez Corti. Dans les 3 listes, il voisine avec des titres qui semblent avoir trait à des souvenirs d'enfance ou de jeunesse du poète. Faut-il donc penser qu'ici, Baudelaire aurait également traduit quelques visions oniriques de son enfance, donc à l'opposé de ce que je disais sur Pérec et le rôle de la hauteur et du labyrinthe vertical dans le fantasme de la ville au XIXe siècle. Partant, faut-il rapprocher ce projet de cette note des fusées, excusez-moi, fusée Corti aussi, je savais relier en plastoc avec du scotch et tout. Mais là, j'ai commencé à plus mettre mon nom. Fusée, mon cœur mis à nu, carnet. Baudelaire, oui, prendre Baudelaire par son atelier, c'est ça le titre de la vidéo. Et voilà la note de fusée. Mes ancêtres, idiots ou maniaques, dans des appartements solennels, tous victimes de terribles passions. Alors je ne dis pas que Robert Kopp a raison contre moi, et l'idée que je prends de Pérec, ou le rôle des escaliers dans Marcel Proust, par exemple, combien vous en avez. Dans Proust, ouais, peut-être que le poème de Baudelaire, Les escaliers, c'est la recherche du temps perdu, mais ce Appartements inconnus, qu'est-ce qui compte? Le mot inconnu, pensez René Char. Comment vivre sans inconnu devant soi? Et cette logique, on a fait un atelier d'écriture aussi qui avait ce titre, Christian Garcin. Dans des maisons inconnues. Là encore, la référence à Baudelaire est directe. Allez, on ne prolonge pas, mais vous voyez, moi, ce qui compte, c'est ça. C'est comment ouvrir l'œuvre canonique, descendre aux traces de l'atelier, les traces accessibles, possibles, mais la frontière où s'arrête ce qu'on connaît. Et puis là, ce qui s'installe de porosité, c'est quoi? Le tout petit de la porosité. Eh bien, c'est vers votre propre travail, votre propre imaginaire. Et c'est là-dessus qu'on va finir avec un texte qui est dans cette liste. Oh là là, il faudrait que je prépare plus mes trucs avec des petits post-it, reliquat, liste de projets. Ah ouais, mais je suis dans les notes. Oh là 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 là. Elle est là. C'est dans les tableaux parisiens. Et celui-ci, avec Symptômes de ruine, c'est aussi le texte qu'on a gardé. C'est-à-dire, dans ces projets, il y a, dans les tableaux parisiens, une élégie des chapeaux. Alors, est-ce que ça n'est de rien? Non. Prenez le peintre de la vie moderne, mais qui est bien antérieur. Bien, dans le peintre de la vie moderne, vous avez un des chapitres. Alors, il y a le chapitre sur l'information à distance, la transmission de l'image à distance, avec toujours ce Constantin Guy qui ne veut pas être nommé parce que pour lui, il y a le refus d'être artiste. Donc, c'est Monsieur G. Et Monsieur G, qui est français et anglais. En anglais, on l'appelle Guys, Constantin Guys. Il est aussi célèbre que chez nous, mais il n'y a plus le peintre de la vie moderne. Eh bien, il y a ce chapitre que Baudelaire fait sur comme les croquis de foule de Constantin Guy. Et dans les croquis de foule, les croquis de mode. C'est-à-dire que en quoi l'habillement devient signe dans la ville, parce que lié, et ça c'est Walter Benjamin évidemment qui va redévelopper tout ça dans Central Park, etc. Petit livre essentiel, le Walter Benjamin, Baudelaire, poète lyrique à l'apogée du capitalisme. Le mien est tout jaune, mais plus il est jaune, plus beau qu'il est. Et puis le Passagenwerk. Mais qu'est-ce qu'il dira? En quoi cette logique du travail sur la spécification de l'habillement est liée au développement de l'anonymat, de la foule, du
collectif et de la production commerciale, de l'apparition des vitrines, quand dans les rues où il y a toujours ces espèces de bornes pour se réfugier contre les murs, pour pas être écrasé par les charrettes, où les commerces sont dans des petits entresols souterrains, on a ça encore si vous allez à Amsterdam et tout ça, eh bien on creuse ces passages, architecture du verre et du fer, et là on a la possibilité des vitrines, et l'utilitaire, le tailleur qui vous fait votre habit, devient commerce, concurrence, affichage, mannequin, etc. Note pour l'élégie des chapeaux. 1. Un chapeau surface lisse, une capote surface plissée ou bouillonnée, la passe, à partir de l'endroit qui ne se pose pas plus sur la tête. La partie postérieure s'appelle fond ou calotte, coiffe quand elle est tuyautée, bride, attache ou petite bride, plume, marabout, aigrette, tour de tête ou plumes en fleurs. Un maintenon, espèce de fanchon en dentelle. Donc qu'est-ce qu'il fait? On a une méthodologie Baudelaire, méthodologie que nous on emploie toujours, enfin en tout cas qu'en atelier d'écriture aussi, on apprend nos étudiants à développer, c'est-à-dire liste de mots associés, bassin de mots. Et qu'est-ce que vous faites quand vous écrivez le bassin de mots? Vous retenez l'idée, vous retenez l'écriture, vous restez dans un amont de l'écriture. Et en même temps, vous fabriquez, ça, Francis Ponge saura bien retenir la leçon, ou aussi, vous êtes déjà dans le sujet et dans la retenue du sujet. Et en même temps, dans ce double mouvement de travail, il y a déjà écriture par accumulation, notation. Une note comme un chapeau surface lisse est déjà poétique, musique, fabrication de l'image à travers le mot. Mais en même temps, on est dans un amont de l'écriture et cette préparation à l'écriture fait qu'elle va pouvoir surgir. Dans le problème, là, avec l'élégie des chapeaux, c'est que Baudelaire, ne l'ayant pas écrite, peut-être tout simplement pour l'accident d'aphasie qui lui est arrivé, et puis sa mort à 46 ans, il nous reste juste la préparation qu'il aurait probablement supprimée lui-même. Alors, liste, accumulation, est que déjà c'est du texte. Ornement, bouillon, ruche, biais, liséré, rideau de mousseline, aspect général, quelle tristesse dans la frivolité solitaire. Et là, on est dans l'écriture. Sentiment navrant de la ruine folâtre, un monument de gaieté dans le désert, la frivolité dans l'abandon, la modiste du faubourg, pâle, chlorotique, café au lait comme une vieille buraliste, sentiment navrant. Et là, on est déjà dans une écriture qui, en 5 lignes, pourrait être cette élégie du chapeau. Qu'est-ce qu'on retrouve? Monument. Mais monument, on a déjà eu ce mot précisément dans Symptômes de ruine, bâtiment immense. Est-ce qu'il y a le mot monument d'ailleurs? Je ne sais pas. Oui, mais enfin, il y est quelque part. Non, c'est le mot bâtiment. Bâtiment travaillé. Mais l'idée de monument renvoie à ça. Et puis il y a aussi sentiment de gaieté dans le désert. Mais le désert, fait dans une ville déserte, c'est aussi une idée. Pensez à Sphinx, etc. Le spleen. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Là, on y est aussi dans le face au désert. Et alors, où est-ce que c'est? Bon, je ne vais pas retrouver ça directement. Note pour l'élégie des chapeaux. Il y a un autre endroit où c'est directement, vous vous plantez devant la vitrine du magasin de chapeaux et vous prenez les éléments, l'un, l'autre, etc., etc. Bon, je ne vais pas plus loin. C'est un petit peu sur ce schéma qu'on va continuer ces moments ensemble. Des fois, ce qui me gêne dans ces vidéos, c'est l'impression d'imposer aux autres. Alors, ça impose rien, on regarde pas, on fait ça pour soi. Le jour, je disais ça à quelqu'un qui me disait « Mais comment je peux trouver 1h40 ?» Je lui dis « Mais t'inquiète pas, moi, c'est une préparation. Il y a les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est déjà pris. Moi, c'est mémoire entume. On prépare quelque chose, c'est pour soi qu'on fait ça, c'est pas grave. Mais dans ce truc pour soi qu'on explore, il y a à quel endroit on fabrique communauté, sinon justement parce que pour chacun de nous, Baudelaire compte. Et dans le partage à initier du travail sur Baudelaire, de l'écoute
de ce qu'on peut dire. Alors évidemment, par exemple, là, moi, je prends Baudelaire, mais si je prenais Rimbaud, de Pierre Michon, à Arnaud Maizetti, Yves Bonnefoy, la communauté de travail est peut-être différente, plus engagée. Il n'y a rien qui nous empêche aussi d'aller à Rimbaud. En tout cas, pour moi, ce qui va être difficile, vous savez quoi? Ce sera d'en faire qu'un seul par semaine. Mais si je faisais en même temps, comme c'était un peu mon premier projet en faisant le défi Rabelais, défi 30 fois Rabelais, on se sent très seul. Alors se dire, est-ce que je fais un défi 30 fois Baudelaire, et puis ensuite un défi 30 fois Balzac? Et là, depuis plusieurs mois, ça me travaillait, et puis je sens que c'est pas prêt. Par contre, prenez France Culture. Qu'est-ce qu'ils vous font le dimanche matin? Ils vous font la messe. Moi, j'ai jamais compris comment ça dure encore. Bon, ben bref, au lieu d'écouter France Culture, vous mettez ça en mode podcast. Et mieux, non? Baudelaire. À la semaine prochaine.